Alors, je sais pas s'il y en a qui ont pu check un peu. Enfin, si j'avais vu un peu des têtes qui traînaient là sur les ressources que j'ai balancées. Donc, je vais quand même au cas où l'information vous est passée un peu à côté. Tout en bas du Discord, là, vous avez ressources job. Ok. Et là, en fait, vous avez pas mal de ressources qui peuvent vous aider pour la recherche d'emploi. Donc, on va avoir voilà tout ce qui est association dans le milieu du ciné d'anime, dans le milieu du jeu vidéo. Il y avait des replays de conférences de professionnels un peu partout en France et à l'international. Vous allez avoir aussi tout ce qui est guide sur le côté intermittence du spectacle. Après, on pourra en parler. Moi-même, j'ai été intermittent du spectacle, donc je connais bien le sujet. Vous allez avoir tout ce qui est agenda pour les salons. Plein de sources sûres concernant l'actualité de l'industrie, où vous pourrez aussi voir pas mal de choses intéressantes. Les chiffres globaux aussi du marché, mais on pourra en parler. Ça, c'était le défi 30 jours un emploi. C'était quelque chose qu'on avait fait. Ça remonte à quand ça maintenant? Ça remonte à... Je crois que c'est il y a bien 2 ans. C'était il y a bien 2 ans. Où en gros, pareil, je balançais plein d'astuces, on échangeait pour optimiser la recherche d'emploi dans le dojo. Donc là, vous avez pas mal de replays sur tout ce qui a été dit avec le Canva et tout ça. Et là, c'est le 2 derniers que j'ai lancés. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu, pour ceux qui me connaissent pas, grosso modo. Donc moi, c'est Jérémy Tri. Bonjour, bonsoir. Ça va faire maintenant 10 ans que je suis dans le jeu vidéo et cinéma d'animation. Donc comme vous, moi j'ai travaillé longtemps après ma sortie d'école. Moi j'étais dans une école qui s'appelait l'IDEM, qui existe toujours, qui est à Perpignan dans le Soleil exactement. Ils ont aussi une branche à Barcelone. Et comment dire, moi c'était un cursus, donc la mise à niveau en art appliqué, et après 3 ans de formation en bachelor cinéma d'animation. Donc le classique, vous êtes en groupe de plusieurs élèves et vous devez faire un court métrage. Et après, au petit bonheur, la chance. Alors on avait quand même des job dating avec Timto et ce genre et d'autres petits studios comme ça. Et après, voilà, c'était au petit bonheur, la chance. Pas plus d'accompagnement que ça, malheureusement, pour la recherche d'emploi. Mais bon, ça, c'est un peu pareil dans pas mal d'écoles. On joue beaucoup sur le réseau des alumni, mais je pense qu'on pourrait pousser un peu plus le cran sur les astuces de recherche d'emploi en école. Donc c'est pour ça que moi j'ai créé aussi cette communauté-là, pour justement accompagner les gens qui galèrent parce qu'on manque d'éducation là-dessus. Et voilà, et donc moi ça a pris à peu près 1 an pour trouver un emploi en tant qu'animateur 3D. J'avais fait des stages, j'étais passé par du layout, et en gros, je me suis pris un mentor quand j'étais en layout, et je lui ai dit, écoute, voilà, moi, t'es lead animateur, moi, je vais être animateur 3D, dis-moi ce qui va pas dans ma démorie, je comprends pas. Et voilà, il m'a fait remettre en question tout ce que j'avais appris en école. On a bossé ensemble sur 5 mois, et après, j'ai pu aussi bosser chez Timto, et même entre 2 prods chez Timto, je me formais avec des mentors quand même, pour grimper en niveau. Donc voilà, et après, maintenant ça va faire 6 ans aussi que j'interviens en école. Donc j'ai fait 15 écoles différentes en France, en ligne et en physique. Et c'est la même galère partout. Honnêtement, c'est les mêmes problèmes d'organisation, c'est les mêmes problèmes de programmes généralistes, de manque de spécialisation. Voilà. Donc ouais. Je sais pas si ça vous rassure ou si ça vous inquiète, mais voilà, c'est les mêmes problèmes dans toutes les écoles. C'est souvent des gens après qui vont compléter leur formation, soit par du mentoring. Donc il y en a maintenant qui passent par ici le dojo créatif, parce que nous on propose une formation pour level up et avoir vraiment atteint les standards en animation 3D qu'on attend dans l'industrie pour commencer en tant que junior. Et il y en a d'autres, voilà, qui passaient avant il y en a qui vont économiser encore pour faire du 10 000 € à Annecy, chez les Gobelins. Et il y en a sinon qui vont prendre des formations en ligne à l'américaine, sauf que il y a quand même 6 heures de décalage et c'est un peu plus onéreux niveau tarif aussi. Voilà, et donc moi j'ai pu chez Timto être intermittent du spectacle, chez Dwarf Labs aussi. J'ai commencé aussi un peu à faire du freelance vu que j'avais aussi développé moi mon côté graphiste, parce que j'avais
très tôt senti quand même que si je me contentais uniquement de l'intermittence du spectacle, des fois, ça pourrait être compliqué. Donc ouais, j'ai fait des logos, des illustrations, des flyers pour des gens que je connaissais, et au fur et à mesure, ils m'ont fait des recommandations. Donc j'ai très vite pu commencer aussi freelance en parallèle de l'intermittence du spectacle. Et après, comme j'avais un bon réseau et j'avais fait un premier stage chez Old Skull Games et chez Artefact Studio aussi quand j'étais en 2e et 3e année d'études, j'avais gardé le contact avec eux et j'ai pu emmener mon bagage du cinéma d'animation dans le jeu vidéo. Et c'était là où à l'époque encore, dans les petits studios, ils ont pas beaucoup d'animateurs 3D qui étaient vraiment très poussés niveau acting, mise en scène réelle. Et du coup, voilà, j'ai pu très vite évoluer en tant que chef d'équipe là-bas, où j'ai fait à peu près 3 ans. Et depuis maintenant, là, je me suis refocus sur le côté formation et éducation, quoi. Et c'est cool parce qu'il y a plein de... Je sais pas si vous connaissez par exemple les intervalles. Les intervalles, c'est un superbe organisme qui aide pas mal aussi... qui aide pas mal la communauté pour en savoir plus un peu sur l'industrie, sur sur comment ça se passe là, voilà, les écoles, tout ce qui est syndicat, tout ce qui va être les associations, tout ce qui va être aussi l'intermittence du spectacle, l'annuaire des studios d'animation en France. Bon, ils sont plus orientés animation cinéma plutôt que jeux vidéo, mais c'est une très bonne ressource aussi, les intervalles. Il y a aussi Team Anime qui fait vraiment aussi du bon boulot. Alors pas Team Animation, mais Team Anime, qui eux aussi, voilà, ils ont des annuaires, ils essayent de mettre en place des espèces de job boarding. Ils parlent aussi, voilà, de plein d'autres ressources. Bon, je vais pas faire tout le tour, mais voilà, ça aussi, c'est des choses que vous devez aussi connaître maintenant que vous êtes dans le milieu ou que vous voulez aller dans le milieu. Donc voilà pour la présentation et le pourquoi du dojo. Donc progresser en animation 3D et accompagner les gens en recherche d'emploi. Parce que l'idée aussi, c'est que même ceux qui nous rejoignent à l'heure actuelle dans le dojo, donc pour vous montrer vite fait, vous voyez, on a donc différentes personnes là qui font les exercices et après on les corrige, donc il y a des vidéos. Eux après derrière, on leur fait un accompagnement en recherche d'emploi aussi. Une fois qu'ils ont le niveau, qu'ils sont chauds, que leur démoril elle est bien au point, on attaque direct la recherche d'emploi. Parce que ça sert à rien d'avoir les compétences si derrière on n'a pas les compétences pour bien se vendre. C'est sûrement une obligation légale de publier une annonce en public en théorie pour éviter justement le piston. C'est sûr qu'en tout cas, ça coûte moins cher et ça fait perdre moins de temps en prod je vais mettre le schéma justement qui en parle. Parce que là, mine de rien, les recommandations internes, ça implique très peu de temps en production qui va être bouffé. Grosso modo, là, tout simplement, on va avoir un mail qui va être distribué. Parce qu'il faut le savoir, pourquoi moi j'encourage, en tout cas moi les gens de mon dojo, quand ils ont le niveau, à aller contacter directement les pros sur LinkedIn, c'est parce qu'en fonction des boîtes, faut le savoir, on peut avoir une prime si on recommande quelqu'un qui a un bon niveau dans la boîte. C'est-à-dire que la personne peut se taper là 500 € parce que elle a pu faire venir quelqu'un et elle a évité du coup de passer par le côté annonce, tri, test et tout ça. Donc les recommandations internes, en fonction de la politique de la boîte, ça peut faire gagner de l'argent aux employés. Donc le coup de piston, ça sera toujours plus privilégié. Plutôt qu'aller chercher dans la base de données et aller après faire des offres d'annonces et ensuite après devoir trier tout ça, quoi, entre les étudiants et les autodidactes. Donc ça aussi c'est important. C'est pour ça, assurez-vous déjà d'avoir un bon niveau et essayez de nouer des contacts avec les pros, même à travers des game jams, à travers plein de choses. La prime en interne, ça existe en France, ça ? Ouais, bien sûr. Moi, je sais qu'à Maguff, ils ont ça. Aux US, mais je savais pas du tout que ça se faisait en France. Ok. Ouais. Maguff, en tout cas, ils le font. Asobo aussi, voilà. Donc, ouais. Mais encore une fois, c'est dommage, ça, c'est des choses. Bon, peut-être ils veulent pas que ça soit trop diffusé pour pas que les gens se fassent harceler sur les réseaux.
mais c'est quand même bon à savoir. Et sachez même que si par exemple vous êtes, parce que moi j'ai formé là des gens récemment de chez Timto qui voulaient faire une reconversion dans le jeu vidéo à travers les casses, ben une des astuces qu'on leur a donné aussi, c'est que même si vous êtes intermittent du spectacle et que vous voulez travailler dans le jeu vidéo, alors les studios de jeux vidéo ne vont pas le crier sur tous les toits, mais il y a toujours moyen, si vraiment votre profil intéresse le studio de jeux vidéo, qu'il vous fasse un contrat d'intermittent aussi. Il n'y a pas que du CDD ou du CDI ou du freelance, il y a toujours moyen de faire aussi intermittent du spectacle quand on veut postuler dans le jeu vidéo. Donc ça aussi c'est intéressant à savoir. Quelqu'un sait si on peut faire des stages si on n'est plus en école. Qui cherche un stage, mais pour les conversions ça... Alors, le stage, Nina, c'est par Pôle emploi, mais c'est une limite, je crois, d'un mois, un truc comme ça. Je sais que Jeune Enco, il m'en avait parlé de ça, et il y avait une certaine limite quand même. Ouais, c'est un mois. C'est un mois maximum. Ok. 30 maximum. Alors, là, c'est pour le cas des moins de 25 ans, enfin, moins de 26 ans, je crois, précisément. Ouais. Missions locales peuvent faire aussi des conventions de stage. Et moi, ma conseillère m'a dit qu'ils n'avaient pas de problème à renouveler la convention autant de mois qu'il faut. C'est juste, chaque convention, c'est un mois, mais si tu fais un stage de 2 mois, ils peuvent te faire 2 conventions d'1 mois pour que ça te fasse 2 mois. Ah, mais c'est super, ça. Mais je sais pas si c'est aussi pour Pôle emploi. C'est en tout cas pour les missions locales. Okay. Missions locales, je lui avais parlé et il m'avait dit ça peut marcher. Et tu as dit pour les moins de 25 ans? Normalement, c'est moins de 25 ans et moins de 35 ans si tu es en situation de handicap. Ok. Ben voilà, ça c'est des bonnes infos, ça. Après, quoi qu'il arrive vis-à-vis de Pôle emploi, connaissez vos droits, vous, hein, parce que les conseillers, souvent, ils les connaissent pas. Alors, je parle pas de ceux qui sont spécialisés dans l'intermittence, hein, mais par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur ou ce genre de truc, ça arrive de tomber sur des conseillers qui ne connaissent pas les spécificités de ce genre de statut. Donc, d'un Pôle emploi à un autre, vous pouvez avoir quelqu'un qui accepte et quelqu'un qui refuse. Alors qu'en fait, dans votre droit, vous avez le droit de le demander. Donc des fois, vous êtes obligé de ramener, moi ça m'est arrivé il y a quelques temps, vous êtes obligé de ramener le texte légal sous le nez du conseiller pour lui montrer qu'effectivement vous êtes dans votre droit et que vous pouvez lui demander ça et qu'il est possible pour lui de faire cette démarche-là. Ok. Mais ça, faudrait qu'on trouve une espèce de base de données qui rassemble un peu les différents droits qu'on doit avoir là. Je vais voir si les intervalles, ils ont pas ça. Oui, d'autant plus que ça bouge beaucoup, et en ce moment, c'est en train d'être beaucoup modifié par le nouveau gouvernement aussi, hein. J'ai vu qu'il y avait une augmentation des cotisations URSSAF. Donc voilà, ça a surveillé, ça a regardé un peu ce qui se passe là, ça bouge quoi. Ouais, exact, oui. La cotisation URSSAF, ça a passé de 21% à 26%, un truc comme ça. Effectivement. Ouais, c'est ça, ouais, les chiffres. Ok. Il y a le choix de payer la convention. Alors ça, j'en avais vu des établissements là qui disaient nous on te fournit une convention et tu fais une formation chez nous, un truc comme ça là, mais je suis pas trop fan, hein, sincèrement. Tu payes pour déjà pouvoir sur le avoir principe, un emploi, hein, voilà, payez pas pour travailler, hein, c'est pas dans ce sens que ça fonctionne, hein. Bon, dans tous les cas aussi, au sujet du stage, il y a une limite légale de stagiaire qu'on ne peut pas dépasser, qui est proportionnelle à la boîte. Je crois que c'est 20 ou c'est quoi déjà? On va voir un peu. Limite de stagiaire dans une entreprise. Moins de 20 salariés, 3 stagiaires maximum. Tout poste confondu, on parle. Hein. Qu'importe que vous soyez artiste, secrétaire RH, programmeur, vous faites partie de ces 3 stagiaires-là. Et si vous êtes au-delà des 20 salariés, là, ça ne peut pas excéder, 15%. Donc, grosso modo, s'il y a 150 personnes, s'il y a 100 personnes, on ne peut avoir que 15 stagiaires dedans. Ouais, Nina, ça, je te comprends. C'est clair que c'est vraiment usant. Je suis passé par là aussi. D'attendre. Moi, encore une fois, la première chose que je te conseillerais déjà, c'est est-ce que tu es sûr que ton niveau, il est vraiment au niveau pro? Est-ce que ce que tu montes là actuellement, ça vaut le coup ou pas? Si tu veux, de toute façon, là, après, moi, je vais faire des reviews. Donc, si tu as un portfolio de dispo ou une démo reel, on pourra la review.
Ok. Mais ça, c'est la première étape, hein. Ça, c'est sûr et certain. Faut déjà que vous soyez sûr que votre niveau soit validé, quoi. Bah, après, de toute façon, si vous êtes curieux sur le côté syndicaliste, là, faut juste vous inscrire sur les intervalles. Et ici, vous avez plein de discussions intéressantes sur le côté syndicat, hein. Donc ça, faut vraiment pas hésiter à aller vous inscrire et ils vous débloqueront. L'adhésion est gratuite, mais après, au moins, ça vous débloque un accès à comment dire, à ce Discord. Et là, je sais qu'ils développent beaucoup le côté syndicat. Moi, il y a plein de choses là, je me suis inscrit dessus pour en apprendre un peu plus parce que j'avoue, moi, je suis pas un syndicaliste dans l'âme. Moi, je suis plus en mode, je m'adapte aux conditions, je vais pas essayer de râler. Mais apparemment, des fois, râler, ça fonctionne. Donc, ça peut être bien. Mais vous n'êtes pas obligé de râler en étant syndicaliste aussi, hein. Ça peut être juste aller se renseigner sur ses droits, hein. Juste ça. Les syndicats, à la base de base, ça sert à ça. Ça sert ben voilà. à connaître des gens qui connaissent les droits et qui peuvent se renseigner et voir vous défendre dans des situations de litige. Après, ça a une autre image au niveau public, on est d'accord. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est quand même intéressant quand on travaille dans le milieu d'avoir un œil, au moins sur un site ou deux, pour avoir des infos sur qu'est-ce qui se passe en sous-marin, au niveau légal, sur les statuts, sur vos droits, sur qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui reste, etc., etc. Ah ben franchement, c'est cool parce que tu vois, moi je suis le villageois là-dessus, quoi. Moi je connais rien du tout niveau syndicat, donc tu vois là, ça renforce en fait un truc et ça, je trouve ça abusé qu'on n'en parle pas en école, quoi. Tu vois, ce côté-là syndicat. Bah nulle part, hein. Moi c'est parce que j'ai eu une éducation politique à côté, avec un investissement perso, et pendant longtemps je voyais pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai que vu les mouvements qui se passent dans le métier, je trouve que c'est souvent sur les sites de syndicalistes, même s'ils sont parfois un peu paranoïaques, hein, mais en attendant, il y a toujours une info ou deux où si on veut des précisions, on découvre que c'est eux qui les ont, quoi. Ok. Donc c'est quand même aller voir. Et puis je pense que comme on disait, hein, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas bon. N'attendre que des infos de la part de sa direction. La direction a aussi ses propres intérêts, donc c'est bien de connaître les siens en tant qu'employé. Voilà, ça veut pas forcément dire que vous êtes en opposition ou que vous êtes d'accord avec tout ce que fait le syndicat, mais vous pouvez au moins les consulter pour avoir des informations. Ah non, c'est sûr, on va pas le reprocher, quoi. Ouais, je confirme ce que tu dis, Ali. Sachant qu'en plus, bon voilà, il y a aussi maintenant le drama aussi sur la partie est du Canada avec le crédit d'impôt qui commence à être supprimé apparemment à cause de nouvelles lois, enfin en tout cas de nouvelles volontés politiques. Et ça aussi, ça affaiblit la force de frappe des studios parce que mine de rien, ça contribuait pas mal à participer au financement des studios. Donc effectivement, voilà, cette histoire de crédit d'impôt, ça aide pas non plus parce que ça permettait d'encourager non seulement à avoir des meilleurs salaires, parce que les impôts que ne vont pas payer les studios, c'est des choses c'est de l'argent qu'ils peuvent utiliser pour attirer des talents en ayant des meilleurs salaires et en pouvant faire des projets plus ambitieux. Et apparemment, en France, le crédit d'impôt pour le jeu vidéo aussi, apparemment, ils essayent maintenant d'y toucher. Donc, mais c'est encore en pourparlers. Mais ça aussi, ça peut être relou. Mais bon, dans tous les cas, c'est juste encore une fois une sorte de restructuration, c'est-à-dire des choses qui s'écroulent et qu'on va devoir reconstruire d'une autre manière. Je vais pas besoin de me répéter, vous avez vu les chiffres que ça fait par chaque année, il y aura toujours besoin de main-d'œuvre. Maintenant, peut-être il y aura besoin de main-d'œuvre plus qualifiée dans certains domaines que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et c'est là, ça va être tout cela votre enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend de moi si je veux bosser dans tel ou tel studio. Et il faudra encore pas une fois attendre après l'école pour ça, pour avoir cette info. Ça, à la rigueur, si ça peut aider, j'avais mis un lien, pareil, de portfolio de juniors qui sont en emploi. Où est-ce que je l'ai mis? Je crois que c'est là, voilà. En discussion astuce,
Vous avez ici en fait des exemples de différents portfolios qui pourront, en fonction de la spécialité, vous montrer un minimum comment on peut présenter son travail pour obtenir un emploi. Et des fois, voilà, je mettais aussi des exemples de seniors. Donc, alors, j'ai l'impression que c'est très subjectif à chaque fois. Savoir si on a... Mais déjà, ça dépend qui te dit que tu as le niveau. Est-ce que c'est les professionnels qui te le disent? Et après, c'est dans quoi? Est-ce que c'est dans le digital painting? Parce que si c'est dans le digital painting, ben il y a aussi l'aspect concurrence aussi qui est ultra hard. De toute façon, ça pareil, j'ai mis ici un tableau qui répertorie un peu les postes les plus concurrentiels. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Hein. En général, les postes les plus concurrentiels, c'est tout simplement les postes que la plupart des étudiants choisissent à la fin de leur cursus, quoi. C'est là où ils mettent toute leur énergie. Et donc il y a plein d'autres postes qui sont un peu moins choisis et qui pourtant recrutent pas mal, quoi. Donc à toi de voir aussi quel est ton niveau de concurrence. Comment on contacte un pro sur LinkedIn? J'ai tenté de m'avoir très peu de réponses. Déjà, tu vas indiquer le pourquoi du comment tu abordes cette personne-là. Alors attends, ça pareil, j'avais mis des exemples, hein, si je dis pas de bêtises. Grosso modo, ouais, si tu dois approcher quelqu'un, faut, bon, déjà le bonjour, ça c'est la base. Donc, je vais mettre bonjour X. Et là, faut aller direct droit au but. Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré déjà à contacter cette personne-là? C'est sûrement peut-être les projets ou les studios pour lesquels cette personne travaille. Donc, j'aimerais, comme vous, être pam pam pam. Et je me demande après, ça dépend qu'est-ce que tu veux poser comme question, tu vois. Mais si c'est pour avoir des feedbacks, et je pense que mon profil pourrait vous intéresser. Est-ce que vous pourriez me dire... Alors, faut préciser mon profil. Ah non, mais comme on a dit de toute façon, notre but, on veut être X. Enfin, allez, on va mettre, je vais être Y. Face mon projet, est-ce que vous pourriez me dire s'il convient aux besoins de votre studio? Belle journée à vous. Pam. Ou alors, s'il y a une question et que vous avez un doute sur la pertinence, voilà, vous pouvez indiquer que vous êtes en train de vous entraîner, de votre côté, et que vous aimeriez savoir qu'est-ce que eux ils attendent pour un métier de type pam. Bonjour X, j'aimerais être comme vous et je m'entraîne. Et j'aimerais savoir quelles sont les compétences clés que vous recherchez dans une démo reel. Quelles sont les compétences clés / travaux je m'entraîne dur pour travailler sur des projets similaires aux vôtres. Voilà, donc ça peut être deux approches comme ça. Comment on s'organise pour se spécialiser, pour exceller et se démarquer, tout en ayant le temps de se former aux nouvelles technologies, à mon avis. Alors, effectivement, ouais, ça dépend de la prod.
dans laquelle tu es, si tu as fait des prods en fait qui ne te permettaient pas d'aller très loin et il fallait très vite enchaîner des productions, ouais, c'est dur de monter en niveau. Tu gagnes en efficacité, mais tu gagnes pas forcément en niveau. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de secret, faut s'entraîner sur le côté, ou alors si tu es intermittent du spectacle, ben tu profites de ces moments-là où tu es quand même payé sans avoir à travailler et tu t'entraînes, mais il faut se mettre dans faut se créer un environnement propice à l'entraînement et à l'envie de s'entraîner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça me fait penser en fait au cours de gestion de projet que je donne. Grosso modo, il faut que tu te dises, OK, qu'est-ce que j'aimerais atteindre, et que tu définisses toutes les étapes, toutes les compétences qui te manquent pour atteindre ce niveau-là. OK. C'est comme si, par exemple, tu vois, en musculation, il y a un mouvement qui s'appelle le muscle up. Ben, quand tu fais ce mouvement-là de muscle up, tu vas d'abord passer par plein de petits exercices pour renforcer tes épaules, pour t'entraîner d'abord avec un élastique, pour pas que tu sois trop lourd et pour te soulever ton corps. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, si, par exemple, toi, tu fais une bretasse en modélisation ultra réaliste de personnage, OK. Qu'est-ce qui me manque comme compétence? Qu'est-ce qui est demandé dans les annonces qui recrutent des personnes pour faire de la modélisation de personnages réalistes? Est-ce que j'ai ces compétences clés, ces logiciels-là? Si je les ai pas, OK. Bon, mais déjà, c'est la première chose. C'est les télécharger. Et ensuite, OK, quels sont les petits exercices que je pourrais faire pour petit à petit progresser? Donc, c'est comme si tu jouais à un niveau de Mario. Tu es au niveau 0 de Blender. Et quels sont les niveaux par lesquels tu dois passer pour être au niveau 10 de Blender où tu commences à avoir assez de maîtrise pour être embauchable, quoi. Donc, c'est pas facile, hein. Qu'on soit bien clair, c'est pas facile parce que ça demande de cogiter à un programme qui va te permettre d'atteindre ce niveau-là. Mais c'est ce par quoi je suis passé aussi, quoi. Tu vois, je me suis fait des petits exos, des petits délires comme ça, mais à chaque fois des trucs très courts que je pouvais faire en 1 semaine maximum. Pas des choses où j'ai passé 1 ou 2 mois par exercice, quoi. Sinon, il y a rien de pire pour être découragé et ne pas voir le bout du tunnel. L'aspect dans lequel j'ai une expérience pro ne me permet difficilement de faire une bande démo. Ah, d'accord. Ok. Des conseils pour se discipliner sans se dégoûter de la pratique. Faut revenir aux bases de pourquoi t'as commencé, en fait. Pourquoi t'as commencé ce métier-là? Pourquoi t'as voulu te lever? Qu'est-ce qui a fait que tu voulais bosser là-dedans? Moi, des fois, en fait, c'est en me rebattant des mangas, des trucs comme ça, des animés, que je me dis, putain, c'est vrai que c'est vraiment stylé, hein. Ou alors c'est en jouant à des God of War, des choses comme ça, je me dis, purée, qu'est-ce que c'est bien l'animation 3D quand même. Et bam, ça me remet des boosts, quoi. Et après, bien sûr, je discute avec d'autres pros aussi, d'autres personnes qui sont dans la même vibe que moi. C'est important, hein. Et même en tant que formateur, hein, par exemple, hein. J'essaie de me faire un call au moins une fois dans la semaine ou avoir des petits messages avec d'autres formateurs pour échanger un peu sur nos problèmes, nos difficultés, et moins se sentir seul. C'est important aussi d'avoir cet esprit de groupe de temps en temps. Et après, bon, nous aussi, on a le dojo. Du coup, nous, avec les membres du dojo, tous les jeudis soirs à 18h, on se retrouve aussi, quoi. Donc c'est bien, ça donne du bout. En tout cas, Nina, si c'est vraiment quelque chose qui te passionne, ne lâche pas l'affaire. Ça peut prendre du temps, mais c'est pas facile, c'est un métier de passion, hein, c'est sûr. Et dites-vous que tous n'osent pas faire ça. Il y en a plein, en fait, qui se contentent de choisir le chemin de la sécurité. Après, il n'y a pas de honte à faire des jobs alimentaires en attendant que ça soit notre tour, quoi. C'est pas grave. Si au moins vous avez votre ligne de mire, ben voilà. Mais essayez sinon de vous donner une deadline. Ouais, c'est ça. En plus, on peut pas toujours avoir le soutien de notre entourage là-dessus parce qu'ils sont pas, c'est un peu des villageois parfois, quoi. Bon, c'est alors aussi que l'entourage proche en tout cas, il a juste beaucoup d'inquiétudes pour nous, quoi. Les 3/4 du temps. Il se dit, tiens, il bosse pas, il galère, ce genre de trucs et tout. Mais ça part d'un bon sentiment, c'est très mal exprimé. Voilà. Exactement, ouais, c'est ça. Hein. Mais voilà. Et il faut se rappeler ce truc-là, c'est que l'entourage, il sera de toute façon content quand ça marchera.
Je sais pas si pour ceux qui aiment les films classiques, si quelqu'un a la ref, le film Le Spoons. C'était avec Fernandel, c'était l'histoire d'un acteur qui vivait dans la campagne et qui voulait absolument monter à Paris pour faire carrière. Toute la famille et tout le village dit qu'il se plantera toute sa vie et qu'il veut surtout pas avoir son nom associé à ça. Il monte à Paris, il a une carrière de porc. Il redescend en bas avec l'affiche avec un autre nom parce qu'il voulait pas faire honte à sa famille et toute la famille regarde l'affiche et fait mais pourquoi il y a pas notre nom sur l'affiche? Voilà. Donc faut se rappeler que le jour où ça marche, tout le monde est content pour vous quoi. Et le plus content ce sera vous. Donc ne perdez pas de vue ce truc-là. Après je suis d'accord sur le fait que faut pas hésiter à faire un boulot alimentaire parce qu'il faut quand même payer les factures et manger, hein, voilà. Mais ne perdez pas la motivation et le feu sacré. Si vous êtes appelé à faire ce truc-là, si vous avez envie de faire ce truc-là, il y a de la place pour vous. Votre originalité, votre motivation, elle va de toute façon être remarquée à un moment donné si vous êtes sincère et que vous y consacrez du temps et du travail. Ouais, moi je partirais effectivement comme tu dis Thibaut, plutôt du temps partiel pour pas vous cramer totalement votre énergie. Alors, vu le marché de l'animation 3D, est-ce qu'il est encore possible de se mettre en freelance et de trouver des clients? Ça dépend sur quel type de métier, ça dépend sur quel secteur. Toi, par exemple, Ali, c'est sur quel poste? C'est de l'animation 3D de personnages? Animation 3D. Alors, en animation 3D, déjà, tu peux tenter l'étranger. Ne serait-ce que ça, déjà. Après, tu peux avoir différents... Encore une fois, tu peux tenter sur les Kickstarter. Si tu repères des projets où tu sens qu'il peut y avoir de la demande d'animation 3D sur les Kickstarter, il y a quoi? Il y a Kiss Kiss Bang Bang. Tente, t'as rien à perdre. Et quand je te dis l'étranger, ça peut être partout, hein. Ça peut être en Asie. Dis-toi que par exemple là, l'Asie, surtout dans le jeu mobile, ils essaient justement de prendre des talents du cinéma d'animation pour les attirer, et même ceux qui sont sur le jeu AAA, parce que là-bas ils ont plus de budget sur le jeu mobile. Donc il y a des besoins aussi en animation 3D dans le jeu mobile. Alors c'est sûr, peut-être pour toi ce sera pas les... Ah ouais, moi je te parle en remote, ouais, bien sûr. Après, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est quelles compétences ils attendent en tant qu'animation, pour quelqu'un qui va faire de l'animation 3D, qu'est-ce qu'on va attendre? Peut-être qu'ils vont te demander de faire de l'intégration aussi moteur. Là, après, ça dépendra du studio. Mais il y a aussi pas mal de studios qu'on appelle d'outsourcing, hein. En France, et je crois même qu'on peut dire en Europe, il y a Virtuos, qui eux, en gros, c'est des compagnies qui envoient... ça a été fait en Chine, apparemment. Founded in China. Et eux, en gros, ils ont plein d'équipes qui dispatchent pour aider plein de studios différents, Virtuos. Il va y avoir aussi G-Factory, qui fait ça. Et voilà, ils envoient de la main-d'œuvre sur plein de studios différents. Plein de projets différents. On va voir qui, y a qui encore qui était... même Artefact Studio à un moment avait fait ça aussi, hein. Je sais pas s'il continue toujours. Mais eux, je sais que ça c'était un truc qu'ils mettaient en avant. Ah non, encore une fois, hein. Mais même t'as plein d'autres... En fait, dites-vous que là... Comment expliquer ça? La plupart des gens, je vais utiliser mes tasses. La tasse est mon verre. Ça c'est l'école, ok. Ça c'est les studios de jeux vidéo, cinéma d'animation. Et la plupart des gens qui vont en école, ils veulent aller travailler là-dedans. Donc en fait, ici, le studio, il sait que pour les juniors, il n'a même pas besoin de forcer le talent. Ça va venir à lui en fait. Les juniors vont venir à lui sans se prendre la tête. Et en plus de ça, il y a de plus en plus d'écoles en France. Maintenant, il y en a plus de 60 qui font sortir des étudiants. Donc, les studios, là, eux, pour trouver, en France, il n'y a aucun souci. Par contre, ceux qui sont dans des pays où il y a moins d'écoles qui forment, où les talents sont plus rares, eux, ils peuvent galérer.
à trouver. Donc, ça va les arranger si c'est toi qui viens à eux. Et là, on parle du secteur du jeu vidéo et du cinéma d'animation. Mais il y a d'autres secteurs. On a besoin d'animation 3D. Je vais donner un exemple. Là, pareil, c'est ce que je citais ici. Ah, déjà, donc tous les secteurs là. Industriel, services, divertissement. Là, par exemple, ici, ça, moi, j'ai un ancien élève qui bosse là-dedans. C'est une société qui fait de la capture de mouvement et de l'animation donc 3D. Donc, ils ont pris une stagiaire à la base qui maintenant bosse là-bas. Pour faire du langage des signes. Là, pour la publicité, moi j'ai un collègue par exemple en Thaïlande là qui m'avait dit, lui il s'était attaqué à tout ce qui était maintenant écran de publicité de ce style-là et il m'avait proposé une mission pour être rigueur parce qu'il n'arrive pas à trouver de rigueur. Là après sur tout ce qui est formation aussi, alors là il y aura forcément un peu moins de besoins spécifiques, mais faut toujours animer aussi des personnages, des choses comme ça. Alors pas les mains qu'on voit là, mais si par exemple on fait une simulation de conduite, comment adapter sa posture et ses candidatures? Eh ben pour ça, il faut tout simplement être clair sur qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise. Tu t'es renseigné sur le secteur, tu as vu l'entreprise, tu as dit ok bon ben moi je sais que sur la plupart de ces entreprises elles font tel type de projet. Moi je sais que je sais faire ça. Donc par exemple allez, un exemple concret là. Pam, Illucity. Alors, en plus, ouais, c'était Halloween, donc c'est sûr que eux, ils avaient à balle de projet. Bon, voilà, on voit là, c'est des attractions VR, mais on voit que ça bouge. Il faut des gens, des humains pour animer ça. Pour ça, moi, si je devais approcher cette entreprise, je dirais, écoutez, je vois que vous faites pas mal bonjour, je vois que vous faites pas mal de projets super intéressants en VR. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. Ce que je sais faire, moi, c'est animer des créatures et des humains. Vous pouvez voir mon travail ou ma démo reel, qu'importe. Et donc, je pense que je pourrais être un profil intéressant pour vous, pour tout ce qui est animation de personnages. Et après, peut-être la personne va se dire, ouais, mais nous aussi, on a besoin de quelqu'un qui sait faire aussi du rig. Est-ce que tu sais faire du rig? Et là, après, à vous d'échanger. Peut-être que tu peux, comment dire, si toi, le rig, c'est limité, tu peux très bien dire, par contre, non, moi, je sais pas faire du rig, mais je connais quelqu'un qui fait du rig aussi. Donc, si vous voulez, on peut intervenir à deux sur votre projet. Il y a ça aussi. Vous pouvez faire du référencement et travailler à plusieurs, quoi. Après, ça, c'est plus fonctionner comme un collectif. C'est comme si vous faisiez des missions en groupe. Mais il y a plein de besoins différents. Voilà, le clip vidéo, de plus en plus, ça, maintenant, les gens, ils kiffent voir des clips vidéo en 3D. Voilà, par exemple, dans le rap, là, avec Maes et PLK. Et en plus, le pire, c'est que le niveau d'exigence est tellement plus bas. Mais voilà, les autres rappeurs, forcément, ils vont voir ça, ils vont dire, oh purée, c'est stylé, nous aussi, on peut faire des clips comme ça pour se démarquer des autres rappeurs, des autres artistes, quoi. Si ça fait un succès, d'autres personnes vont vouloir copier ce succès. Ouais, moi, j'en ai déjà vu, ouais, qui ont fait ça. Moi, par exemple, il y a un duo que je connais, l'autre, il est plus modélisateur lighting, et l'autre, elle est plus rig. Et les deux bossaient ensemble. Et après, elle faisait un peu des animes, pas ouf, mais pour le projet, ça suffisait. Donc ouais, bien sûr, ça peut se faire des duos. C'est vraiment ce qu'on appelle le principe du collectif, en fait. Il y a dans plein d'autres domaines où il y a du freelance, même pour du web design, mais il va y avoir, par exemple, des développeurs. Moi, je vais vous donner un exemple concret même, que j'ai eu récemment. Là, moi, je fais du logo. J'ai fait un logo il y a pas longtemps pour, hop là. Par exemple, c'était pour une boîte de consulting. Je l'ai aidé à faire des logos. Vous voyez, c'est pas des logos incroyables, hein, mais pour elle, c'est déjà super cool, quoi. Et elle m'a dit, ben ok, maintenant, est-ce que tu fais des sites internet? Elle me l'a envoyé là. Hello Jérôme, ça va? Tu peux m'envoyer des liens de sites internet que tu as conçus, s'il te plaît? Quels sont tes tarifs pour la création d'un site? Ben,
Moi, j'en ai fait 1 ou 2 des sites, mais je suis pas un expert là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai un cousin que je connais qui sait faire des bons sites aussi internet. Moi, je m'occupe plus de la partie design. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement lui dire, ben voilà, nous, on peut assurer ton site. Elle a même pas besoin de savoir que je suis avec d'autres personnes. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est que son site soit fait. Donc, si ça marche bien, si vous avez une personne de confiance, ben, vous pouvez très bien assurer la mission. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est que du coup, lui va s'occuper de la partie développement du site et moi, je vais m'occuper de la partie design. Et on va lui faire un devis. Si elle accepte, ben c'est bon. Donc, ouais, à plusieurs, on peut avoir des projets plus intéressants si seul on n'a pas les compétences. Ouais, voilà, les youtubeurs, ouais, exactement, ouais, les youtubeurs aussi. Pareil, il y a un élève qui a rejoint le dojo il y a pas longtemps. Lui aussi, il fait du concept art à côté. Ben, il suivait un youtubeur qui était à fond sur les jeux de plateau et lui voulait faire des tapis de jeux de plateau. Ok? Et ben, cet élève-là, il est venu au culot et il a dit, ah, j'ai vu que tu avais présenté des concepts qu'on t'avait proposés, t'étais passé par un artiste et tout, mais moi, je pense que je peux faire mieux. Et le gars lui a envoyé une démo d'un tapis de jeu de plateau. Et le gars, il a kiffé, il a dit, mais ouais, vas-y, en fait, t'es plus chaud que lui, vas-y, on travaille ensemble. Et pam, ben, maintenant, il se met à bosser avec un youtubeur qui fait et quand je dis des tapis de jeux de plateau, imaginez un peu les tapis pour les jeux Yu-Gi-Oh! Ou les jeux Pokémon, quoi. Où tu vas poser tes cartes dessus. En tout cas, voilà, ça arrive à tout le monde. Il y a que ceux qui ne tentent rien qui ne failent jamais. Donc, si vous faites un fail derrière, n'allez pas vous fouetter en vous disant, putain, je suis une grosse merde, j'aurais jamais dû faire ça. Non, 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 non. Vous devez vous dire, ok, qu'est-ce que je dois retenir comme leçon? Mais ne vous empêchez jamais d'aller tenter des choses. C'est en tentant que vous allez savoir si vous êtes dans la bonne direction. Des sites pour nous mettre en relation avec des personnes qui ont des spécialités différentes. Après, ça, c'est les sites de freelance, hein. Je crois que je l'ai mis normalement dans les ressources. Bon, là, vous avez en plus des exemples de freelance. Et voilà. Pour les collectifs, donc, vous avez des sites ici. Collective Work, Collab, Lookum. Donc, voilà. Un de mes soucis est une difficulté à formuler de manière convaincante mes propos en direction de directeur parce que je me vends mal, je vais tout d'emblée. Ça ne leur envoie du rêve. Ah ben ça, y a pas de secret. Moi-même, hein, je suis pas le plus chaud en communication. J'ai dû m'entraîner, si t'as des amis qui sont dans d'autres métiers, en fait, c'est là où votre cercle est censé être là pour vous aider. Moi, par exemple, j'ai des amis qui étaient dans le marketing ou le commercial, mais j'aurais posé des questions. Écoute, voilà, je galère pour les entretiens, je galère pour me vendre. Est-ce que tu pourrais me donner des idées? Et genre, on faisait un mini entretien, il me dit, ah ben non, mais ça va pas, ça, là, tu bégayes, là, et écris à l'avance ce que tu veux faire, comme ça, tu seras plus serein avant de parler. Enfin voilà, il y avait plein de techniques, et même sur YouTube, hein, tu peux avoir plein de tutos gratuits pour apprendre à te vendre en entretien. Hein. Mais il y a toujours des solutions, toujours. Ouais, ça c'est un bon point Anaïs aussi, ouais. Faut pas se faire sous-payer, Alors après, lui il avait accepté quand même une mission de 2 jours. Il s'est sous-vendu à 150 € au début, mais c'était un investissement à long terme parce que maintenant, ben là le gars, il a augmenté le tarif qu'au début il était un peu méfiant et parce que c'était un junior et tout ça, c'était quelqu'un qui connaissait pas en direct. Mais là maintenant, tu fais toujours des petits gestes commerciaux au début. Hein. Si en plus c'est une mission de 2 jours, c'est pas un gros engagement quoi. Comment on fixe notre tarif? Ben ça, je vous ai mis des tac. Pour les salaires, vous avez ici différents liens de doc où les gens indiquent leur salaire et les grilles salariales minimum aussi. Donc ça, je vous invite à aller voir, c'est les liens que j'ai partagés au tout début là dans les ressources. Hop là dans annonce, ressources job, paf. Et là vous avez stratégie recherche emploi et dedans, il y a les liens là. Donc c'est la slide
La slide numéro 26. Je sais pas si dans tes slides, tu y fais référence ou pas. Moi, quand je m'étais lancé il y a 10-15 ans en freelance en illustration, j'avais acheté un bouquin qui est ultra connu au milieu des illustrateurs et graphistes. C'est un bouquin qui s'appelle Profession graphiste indépendant. C'est un livre rose. Et pour des gens qui savent pas trop comment gérer leur statut d'indépendant, c'est absolument une bible. Il est génial, ce truc. Je vais essayer de retrouver l'auteur. Ouais, carrément. Tout. Julien Moya. M-O-Y-A. Je vais partager le lien dans le truc, là. Ouais. Hop, c'est un lien Fnac. Dedans, il y avait moi j'ai pris énormément de temps à lire ce truc-là avant de me lancer. Ça m'a permis de créer mon statut et de le fermer sans avoir à payer quoi que ce soit, ni d'avoir de mauvaises surprises avec l'URSSAF ou autre. Ok. Parce que ils te décrivent clairement le statut légal, comment négocier une facture, comment discuter avec un client un peu compliqué, comment gérer quand toi t'es malade ou ce genre de trucs. Enfin, il y a tout un tas de petites questions pratiques qui sont absolument géniales. J'ai pas lu la dernière version, moi j'ai une vieille version, mais ça m'a foutu le pied à l'étrier et ça m'a pas lâché pendant des années, quoi. Il m'a sauvé ce bouquin. Ok, c'est intéressant ça, c'est cool, merci. Voilà. Sachant qu'en plus, excuse-moi de tout couper, mais en plus on pense à l'achat, mais les gens aussi peuvent le voir peut-être même en empruntant la bibliothèque, hein. Il y a aussi cette option-là. Ouais, c'est fort possible, hein. C'est fort possible. Et, ne serait-ce que d'aller foutre son nez dedans. Moi, je t'avoue que je l'ai acheté parce que j'avais pas une thune. Je suis allé le consulter 2-3 fois à la Fnac et au bout d'un moment, je me suis dit bon, en fait, en vrai, il faut que je l'ai à la maison et que ça soit mon livre de chevet, quoi. Et ouais, je pense que quand on se lance en freelance, c'est vraiment compliqué la négociation, enfin les 10 000 casquettes qu'on doit porter. C'est celui de comptable, celui de négociant, celui d'exécutant, enfin tu vois, on a des casquettes à porter tout le temps. C'est pas forcément facile et avoir un petit guide pour se rappeler de certains trucs de survie, c'est quand même pratique, quoi. Ben moi, ce que j'avais fait, c'était j'avais aussi pareil imposé des questions à des freelances sur internet ou sur des Discord, des choses comme ça aussi. C'était ça qui m'avait aidé aussi. Parce que des fois, en fait, il y a des choses aussi qu'on n'ose pas. Ça dépend aussi du client, tu vois. Moi, ça m'était arrivé, par exemple. Bon, c'est assez cocasse comme histoire, mais c'était un ex-PDG de Danone qui cherchait un illustrateur pour faire des dessins qui parlait de la vie de son arrière-grand-père qui avait connu la guerre et tout ça. Et en gros, il s'avérait que mon oncle avait été chauffeur pour lui et donc il m'a recommandé. Et je lui dis ouais mais je sais pas combien je vais y mettre à cette personne. Il me dit franchement, lui tu peux y aller, tu peux charger 500 € l'illustration. Et je dis non, tu penses que ça va passer? Et je l'avais mis et c'était passé. Le gars il m'a dit ok, pas de souci. Mais parce que je m'étais renseigné aussi avec d'autres freelances. Il m'avait dit voilà, mais il faut qu'on te considère comme un pro. Faut que tu envoies un devis, tu vois, que la personne signe le devis. Et après, maintenant, tu demandes un acompte pour commencer ta mission. Oui. Et après, maintenant, et d'un coup, pam, tu n'es pas un simple étudiant, on te prend vraiment pour un professionnel, quoi. Et... Oui, en freelance, le devis, c'est votre contrat de travail. Sachez-le, ça. Hein. C'est-à-dire que vous ne démarrez pas un quelconque boulot. Les gens, généralement, quand ils viennent vous voir, c'est qu'ils ont déjà vu ce dont vous êtes capable. Ouais. Donc, ils ont vu votre book, ils ont vu votre site, ou ce genre de trucs. Donc, vous n'avez rien à prouver sur le fait que vous êtes intéressant pour eux. Maintenant, au moment où on commence à travailler, vous êtes un tailleur, en fait. Hein. Le gars, il vient, il veut se faire un costume sur mesure, et du coup, il a un peu le flip que son costume sur mesure, il soit pas bien. Donc oui, lui, il va être stressé. Mais si vous êtes stressé en plus, ça va pas tenir. Ouais, donc, c'est clair. Il vous faut un truc, c'est ça. Il vous faut un truc sur lequel vous calez, et le devis, c'est vraiment la base de base. C'est-à-dire que dans le devis, vous allez dire, en fait, mes conditions de travail, c'est ça, je vais bosser de tel jour à tel jour, je vous recontacte 4 fois max, vous avez le droit de m'appeler sur telle ligne, on va faire ça jusque-là, et si jamais on déborde du contrat, on refait un devis. Et pour démarrer le travail, il me faut ça pour pouvoir commencer à payer mes factures, acheter le bon logiciel, manger, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de le dire, mais en gros, ça, il faut le savoir, vous.
Et comme ça vous assure une stabilité et ensuite vous pouvez travailler dans des bonnes conditions. Et si jamais parce que ça arrive de temps en temps, le client se rend compte que c'est pas la bonne piste, ou alors qu'en fait il pense que vous travaillez pas assez vite ou ce genre de truc et tout, ben on renégocie sur le devis. Mais vous avez toujours le devis comme base de négociation. Ce n'est plus un rapport personnel en fait où vous y mettez votre âme à vous, quoi. Et voilà. Et faut garder ça en tête. Vraiment, le devis, c'est ce qui va vous sauver, quoi. Ouais, ça c'est un très bon point. Tu fais bien de le préciser parce qu'encore une fois, ça c'est pas abordé alors que c'est vraiment notre protection principale hein, pour le coup. Donc ouais. Et j'avoue, je confirme que le devis est ultra important. Ça fait comme un bon de commande en fait. Ouais. Du coup, je sais que moi, que là le client, avant de commencer, je sais que on avait conclu d'une date de commencement. Mais c'est avéré que vu que j'avais pas encore fait de devis, créer un contrat et un devis, j'avoue, j'ai mis un peu plus de temps, le temps de le créer, mais c'est ça qui a rassuré aussi le client par la suite. Parce qu'avec certaines conditions et même par rapport à, j'étais allé un peu au culot sur certaines compétences que j'avais et je savais pas combien de temps j'allais mettre vu que je travaillais à côté. Du coup, j'avais mis certaines sécurités en fait au cas où si j'avais du retard ou des débordements ou même eux avaient certaines attentes supplémentaires, qu'ils sachent que soit qu'ils allaient mettre un peu la main à la poche ou que certaines contraintes à être modifiées en fait. Du coup, même sur ça a fait une sécurité autant pour le client et pour l'artiste en fait, au fur et à mesure. Ah ouais, totalement. Hein. C'est vraiment ta porte de sortie ou puis même ta sécurité. Enfin voilà, quoi qu'il arrive. Là, je vois, il y a Mzam qui dit, j'avoue que j'ai peur des arnaques d'expérience. Moi, bon, évidemment, avec 6 ans d'expérience, t'en as des gens qui viennent toquer à la porte et qui essayent de t'arnaquer. Dès que tu leur fais un cadre légal, ça fait le tri. C'est-à-dire que ceux qui veulent t'arnaquer, ils vont pas accepter les conditions légales. Voilà, ils vont te dire oui mais on peut s'arranger et compagnie. Non, on s'arrange pas. C'est vous aussi vous avez une attitude de pro quoi. C'est-à-dire que de la même manière que vous iriez voir un tailleur, le tailleur il va pas vous dire ouais on s'arrange quoi. Vous rentrez pas chez lui, vous lui dites pas oh on s'arrange, on verra plus tard pour la paye. Non, c'est très bien. Le jour où vous serez sérieux, bah vous viendrez, vous signerez le contrat. Il y a pas de souci. Hein. Moi je suis dispo. Vous êtes jamais là pour poser un problème, vous êtes là pour trouver des solutions. Ça, faut le garder en tête. Et vous trouvez aussi une solution avec votre client. Mais par contre, ça se fait avec certaines conditions qui assurent autant votre sécurité que la sécurité du client. Ça, c'est un truc, moi je l'ai présenté comme ça. C'est ce qui m'a permis pendant un temps de me dédramatiser le truc. Ça a été de dire aux clients, certains qui étaient frileux, qui étaient de bonne volonté, mais qui étaient frileux à signer un devis, je leur disais, mais rassurez-vous, ce truc, il vous engage autant qu'il m'engage à moi. C'est en fait, quand on signe ça, je suis tenu de répondre à ce qui est marqué dans le devis. Donc je vais pas vous faire faux bon. De la même manière que vous ne pouvez pas me faire faux bon parce qu'on a signé ce contrat-là. Alors après, tu vois, il y en a qui vont se poser la question en disant purée, ouais, mais moi j'ai pas une telle assurance et tout ça. Mais en fait, cette assurance-là, ça va se faire en fait tout simplement avec l'expérience en fait. Mais il faut vous lancer, il faut pas vous dire parce que j'ai pas d'assurance, ça sert à rien que je me lance. Non. Tenter et c'est au fur et à mesure que vous allez avoir des échanges et des situations comme cela que vous allez gagner en confiance en vous. Ou alors faites des simulations entre vous quoi, ou avec des gens de votre famille. Ben non, tu perds en crédibilité avec le client à l'instant T, celui-là. Mais des clients, il y en a plein. C'est pas parce que avec cette personne c'est mal passé que lui il va dire ok, alors je vais aller contacter toutes les personnes que je connais et je vais dire n'allez pas travailler avec cette personne-là, tu vois. Ça marche pas comme ça. Donc non, il faut. Dis-moi. Oui, pardon, je dis juste, je pense que la plupart d'entre eux connaissent, mais il y a la formation de Digital Painting School sur le statut de freelance. Pour notamment l'illustration et le concept art. Pour l'avoir suivi, je recommande. Donc voilà. Il y a plein de, si vous avez des doutes, voilà, il y a des formations comme ça aussi qui sont très spécialisées art, qui peuvent vous aider. De toute façon, ouais, tu peux dropper un lien, il n'y a pas de problème. Hein.